Comme vous le savez peut-être déjà, le sujet principal de cette chaîne est le tardif Empire romain, et plus précisément, comment exactement l'Empire romain est-il tombé, et qu'aurions-nous vu en tant que témoins oculaires à cette époque? À quoi cela aurait-il ressemblé de vivre à ces époques sombres, et que pourrions-nous avoir vu si nous avions une machine à remonter le temps et pouvions revenir à cette époque fascinante, mais aussi effrayante, où toute une civilisation est tombée? Nous avons déjà essayé d'établir ce que nous aurions vu dans la ville de Rome en 476 après Jésus-Christ et peu avant le début de la guerre gothique, donc vers 536 après Jésus-Christ, et avons constaté que la ville de Rome n'a en fait pas beaucoup changé au cours de ces décennies après la soi-disant chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après J.C. Mais alors que la ville de Rome s'est stabilisée sous le royaume d'Odoacre et a même connu une certaine période de floraison sous le royaume de Théodoric, la chute de la civilisation et de la culture romaine d'Occident dans d'autres parties de l'Empire romain d'Occident n'était pas aussi bénigne. Les sources littéraires à partir du milieu du 5e siècle deviennent vraiment rares. Nous avons par exemple Sidonius Apollinatis comme une source très importante pour la situation en France au milieu du 5e siècle, où grâce à ses écrits, nous pouvons imaginer comment la vie devait être en ces temps chaotiques pendant les dernières années de l'Empire romain d'Occident. Bien sûr, nous ferons des vidéos séparées sur ce sujet. Mais il existe une œuvre littéraire fascinante de cette époque, jusqu'à nos temps modernes, qui nous donne un aperçu de ce qu'a dû être la vie dans ces dernières années de l'Empire romain d'Occident, dans les provinces de Raetia et Noricum. Ripens au nord des Alpes. Le document en question est la Vita Sancti Severini, la vie du Saint Séverin, écrite par Eugipius. Eugipius est né en Afrique du Nord, autour de 465 après Jésus-Christ, et nous ne savons pas exactement comment ou pourquoi il est venu en Italie et plus tard en Noricum, mais ce que nous savons, c'est qu'il est devenu moine en Noricum, Ripens. Il a rejoint l'ordre des moines de Séverin probablement à un moment donné au début des années 480 après Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'il est devenu un biographe de Séverin et un possible disciple de lui. Nous ne savons pas vraiment si Eugipius a réellement connaissait personnellement Séverine, parce que Séverin était déjà mort en 482 après Jésus-Christ. Mais la biographie qu'il a écrite sur ce saint Séverin et ses affaires dans le Noricum de cette époque nous donne un aperçu unique de la façon dont la vie devait être à l'époque au nord des Alpes lorsque l'Empire est mort. Biographie n'est peut-être pas le mot correct, car certains véritables témoignages de témoins oculaires sont mélangés avec des éléments fantastiques tels que les actes magiques et les miracles de Séverin. Donc, ce document ne peut pas toujours être pris au sérieux. Mais en tant que compte-rendu des situations de la vie quotidienne de l'époque, il est considéré comme authentique. Séverin lui-même est probablement né vers 410 après Jésus-Christ et était né dans le sud de l'Italie ou dans la province romaine d'Afrique de l'époque. Il est arrivé en Noricum à un moment après la mort d'Attila le Hun en 453 après Jésus-Christ. Des écrits d'Eugipius, nous avons un tableau sombre de la Raétie orientale et du Noricum à cette époque, et on nous dit que le contrôle impérial avait presque entièrement disparu et que les raids barbares étaient courants. Peu de temps avant, le légendaire Magister Militum de l'Empire romain d'Occident, Flavius Aetius, avait vaincu les Baccodae rebelles à Augusta Vindelicorum, l'actuel Augsbourg en Allemagne. Les Baccodae étaient des bandes rebelles de paysans et d'esclaves qui ont profité de l'instabilité et du chaos de cette époque pour se rebeller contre le règne impérial, car ils étaient les plus bas de l'échelle sociale de l'Empire romain d'Occident et se sentaient exploités par le régime des empereurs occidentaux. Nous parlerons en détail des Baccodae et de leur contribution à la chute de l'Empire romain d'Occident dans de futures vidéos. Mais nous pouvons déjà dire ceci, à savoir que ces Baccodae ont ajouté au chaos de cette époque et que de nombreux paysans
esclaves et autres des classes sociales les plus basses, ont rejoint les rebelles et les Bakodae, rejoignant souvent même les envahisseurs barbares, afin d'échapper à l'ordre social injuste de la fin de l'Empire romain. Aetius les a vaincus à Augusta Vindelicorum en 430 et 431 après Jésus-Christ, et a ensuite également mené une campagne contre les Jutungi, une tribu germanique qui harcelait la région à cette époque. C'était la dernière fois où il y avait une sorte de contrôle impérial ordonné de la Rhétie et de la Norique, car après cela, les hordes uniques d'Attila sont venues de l'Est, et le chaos qui a suivi a complètement laissé la Rhétie et la Norique dépourvues de grandes armées impériales romaines. Nous pouvons maintenant lire dans la Vita Sancti Severini comment dans le 450 après Jésus-Christ, toute ressemblance d'autorité impériale avait disparu au nord des Alpes, car il n'est fait mention nulle part d'un gouverneur romain ou d'un quelconque commandant militaire impérial en Norique. Ripense. Il semble également que les provinces de Rhétie et de Pannonie soient complètement tombées aux mains des envahisseurs germaniques. Nous pouvons lire dans la Vita qu'un système de défense efficace contre les envahisseurs barbares avait déjà cessé d'exister. Pendant toute la durée de l'existence de l'Empire romain, la soldatesque de nombreuses villes était entretenue aux frais publics pour la défense de la frontière. Lorsque cette pratique est tombée en désuétude, ces troupes et la frontière ont disparu. Cela signifie essentiellement qu'après que les provinces aient été envahies par les envahisseurs germaniques, elles ne faisaient plus réellement partie de l'Empire romain d'Occident, et donc la collecte des impôts ne pouvait pas avoir lieu. Cette érosion de l'assiette fiscale a à son tour provoqué un effet domino, où il n'était pas possible de lever suffisamment d'argent pour soutenir une armée dans ces provinces, ou au nord des Alpes. Par conséquent, une armée impériale a probablement cessé d'exister peu de temps après les derniers efforts d'Aetius dans les années 430. On nous raconte en détail dans une histoire merveilleusement évocatrice de la Vita Sancti Sibyllini comment cette situation a dû être ressentie par les dernières garnisons de l'armée impériale romaine occidentale. Dans un récit, une garnison impériale est restée dans la ville de Batavis, parfois aussi appelée Batavia, l'actuelle Passau en Allemagne, mais comme le système de collecte des impôts en Raetia et Noricum Ripens avait, comme nous l'avons dit, cessé d'exister, cette garnison n'a reçu aucun salaire après un certain point. Cela devait être entre les années 450 et 470. Ainsi, la garnison, afin de percevoir leur salaire, a envoyé certains de leurs hommes au sud, par-delà les Alpes vers Italie. Cependant, on nous dit, ils ne sont jamais arrivés à leur destination. Selon la Vita, les soldats ont été tués pendant le voyage par les barbares, et leurs corps ont été retrouvés plus tard échoués sur les rives d'une rivière. Plus aucun salaire impérial n'est jamais parvenu à Batavis. C'est un récit très vivant, et nous pouvons imaginer à quel point cela devait être insensé à cette époque. Il n'était certainement pas amusant d'être un soldat d'une garnison défendant les villes restantes de l'Empire romain d'Occident, abandonné par les empereurs, abandonné par les dernières armées romaines d'Occident, s'aventurant à travers un territoire dangereux lors de longs voyages afin d'obtenir le salaire mérité. Les garnisons sont effectivement devenues des milices indépendantes qui ont tenté de défendre la population locale des villes de ces provinces. On nous dit que plus tard, Batavis a été abandonnée en raison de la pression constante des raids barbares continus des Alémanies et que toute la population a finalement été évacuée vers Lauriacum, un ancien fort de légionnaires plus grand et mieux fortifié. Lauriacum est l'actuel Enzo en Autriche. Les raids barbares étaient devenus si graves qu'il était très dangereux de s'aventurer trop loin des murs de ces derniers bastions défendus par la population romaine. Par exemple, nous pouvons lire dans la Vita que 2 hommes ont été saisis par des barbares en plein jour, à moins de 2 miles de la ville de Fabianis, l'actuelle Mautern en Autriche. Ils n'avaient quitté les murs de la ville de Fabianis que pour ramasser des fruits pour la récolte. Mais cela avait apparemment déjà été trop loin. Nous pouvons voir à travers les récits d'Eugipius
que c'était en effet des temps très sombres, et c'était vraiment la fin d'une civilisation, une apocalypse, où une ancienne société est morte, et les garnisons restantes essayaient de défendre les derniers bastions romains contre les envahisseurs germaniques de plus en plus envahissants. Donc, si la prochaine fois nous parlons de la fin du monde et de la fin de la civilisation, et regardons un film comme Mad Max, nous devrions nous rappeler que cela s'est déjà produit il y a plus de 1500 ans, car ne vous y trompez pas, c'était une situation à la Mad Max sans les voitures, bien sûr. Et veuillez vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune future vidéo sur toutes sortes de sujets fascinants de la fin de l'Empire romain, avec, je peux vous le promettre, de nombreux faits inconnus que vous n'entendrez de aucune autre chaîne YouTube sur l'histoire romaine. Je te remercie, mes amis. Mais il y avait aussi quelques lueurs d'espoir, et c'est là que Séverin de Norique brillait vivement comme une petite flamme persistante au milieu de l'obscurité grandissante. On nous dit qu'il a pu aider les provinciaux dans leurs relations avec les envahisseurs de plusieurs façons. À une occasion, la Vita nous dit qu'il a eu une vision d'événements futurs qui a sauvé la ville de Lauriacum d'une attaque surprise, ce qui bien sûr ne peut pas être pris totalement au sérieux. Cependant, ce qui peut être pris plus au sérieux, c'est comment il a réussi à gagner le respect des rois des Rugii et des Alemanni, qui étaient les principales tribus germaniques envahisseuses dans ces régions. Il a par exemple une fois utilisé son influence pour négocier la libération de 70 captifs des barbares. Apparemment, Severinus était très doué en diplomatie. Comment exactement il a accompli ce qu'il a fait, nous ne le savons pas, mais probablement qu'il a exploité la superstition des gens à cette époque, et a certainement mentionné que Dieu deviendrait très en colère contre les barbares s'il continuait à harceler la population romaine. Il a certainement aidé la population romaine avec ses compétences, mais malheureusement, il n'a pas pu empêcher l'effondrement total des dernières villes fortifiées romaines restantes. Par exemple, on nous dit aussi que la ville de Tiburnia n'a échappé à la capture qu'en payant les assiégeants barbares, tandis que Batavis a dû être évacué et Joviaco a été capturé par les Hérules, qui ont lancé une attaque surprise, pillé la ville et conduit beaucoup dans la captivité. Les barbares ont même pendu un prêtre qui n'a pas tenu compte des avertissements de Séverin pour abandonner la ville. Il espérait probablement qu'il pourrait négocier avec les envahisseurs, mais apparemment, il n'était pas aussi habile diplomate que Séverine. On nous dit aussi que tout le monde n'a pas été évacué de Batavis à Lauriacum. Certains ont refusé de quitter la ville, pensant qu'ils pourraient raisonner avec les barbares. Dans ce cas, c'était la tribu des Thuringes. Mais cela s'est avéré être une folie, car les derniers habitants de Batavis ont été soit tués, soit emmenés en captivité. Mais enfin, Lauriacum est également tombé, car ils étaient maintenant entourés de tribus barbares de tous côtés. Séverin a aidé à négocier la réinstallation des habitants avec le roi de la tribu des Rugii, et ils ont été réinstallés dans des villes qui faisaient déjà partie de ce nouveau territoire rugien. Apparemment, cependant, ici nous avons aussi un compte positif pour un changement, où les habitants de Lauriacum qui ont été réinstallés dans les villes du royaume rugian ont vécu paisiblement avec les envahisseurs germaniques. C'est assez fascinant, et ici nous pouvons voir comment une partie de la population romaine locale restante a été absorbée dans ces nouveaux royaumes germaniques. Beaucoup des anciennes villes romaines ont été conservées telles quelles, cependant bien sûr, comme maintenant le début du Moyen-Âge commencerait, les villes se transformeraient lentement de garnisons romaines et de forts légionnaires en villes médiévales précoces, dans un processus qui prendrait des centaines d'années. Mais d'un autre côté, d'autres récits sont moins paisibles. Par exemple, on nous dit que la ville de Comagénis a conclu un arrangement de traité avec un groupe de barbares, qui a fourni à la ville une garnison de soldats. Cela pourrait à première vue sembler une bonne affaire, puisque les soldats germaniques fourniraient en théorie une protection contre d'autres pillards germaniques, remplaçant ainsi efficacement la garnison romaine qui n'existait plus. Mais on nous dit plus tard que les habitants de la ville ont demandé à Severinus de chasser la garnison avec un miracle,
Donc nous pouvons rapidement comprendre que la soi-disant protection par les barbares équivalait plus à un harcèlement et était probablement très désagréable pour la population romaine. De Commagènes. Séverin de Norique. Ce diplomate habile et défenseur des derniers Romains au nord des Alpes est décédé vers l'an 482 après Jésus-Christ. À cette époque, tout le Noricum Ripens était déjà tombé aux mains des barbares. C'est probablement à cette époque qu'Eugipius a rejoint les moines de Séverin, peut-être à Favianis, l'actuelle Mauterne, la ville où Séverin est mort en 482. Cependant, la situation à Favianis s'est également rapidement détériorée, de sorte que cette ville a également dû être évacuée. On nous dit qu'à peu près à cette époque, Odoacre, le nouveau roi d'Italie, le même qui avait déposé l'empereur romain d'Occident Romulus Augustus en 476 après J.C., a donné l'ordre d'évacuation pour tous les citoyens romains restant à les Alpes pour se retirer vers le sud en Italie, qui n'était pas constamment harcelé par des raids barbares. Odoacre avait en fait réussi à consolider son pouvoir là-bas, et Italie a connu une certaine paix pendant cette période, du moins jusqu'à l'arrivée des Ostrogoths en 488 après Jésus-Christ, sur ordre de l'empereur romain d'Orient Zénon. Odoacre a vaincu les Rugiens dans l'ancienne province de Noricum, Ripensmé probablement vers 487 ou 488 après Jésus-Christ, et a évacué les Romains restants vers le sud de l'Italie. Eugipius faisait partie de ces Romains. Lui et d'autres moines de l'ordre de Séverine sont arrivés au Castellum Lucullalum à Néapolis, quelque temps plus tard, en 488. Il y a longtemps, au 1er siècle avant J.C., une villa avait été construite ici par Lucius Licinius Lucullus, et l'empereur romain occidental Valentinien III avait fait construire une massive fortification autour de la villa. On dit que Romulus Augustus lui-même est venu au Castellum Lucullalum après avoir été déposé en 476. On pense que Romulus Augustus était encore en vie en 511 après J.C. au Castellum, mais était probablement déjà mort lorsque l'Empire romain oriental est arrivé avec Bélisaire en 536 après J.C., puisqu'il n'est mentionné dans aucune source de cette époque. Eugipius a donc probablement vécu pendant de nombreuses années aux côtés d'un ancien empereur romain occidental, ce qui est pour moi une pensée très fascinante. Apparemment, il était également une personne assez connue à cette époque, et avait même une correspondance avec Cassiodorus et le pape Symmach. Il a probablement écrit la Vita Sancti Severini en 511 après Jésus-Christ, au Castellum Lucullalum, et y est décédé en 533, de sorte qu'il a été épargné par les temps sombres qui allaient bientôt s'abattre sur Italie avec les guerres gothiques seulement quelques années après sa mort. Grâce à lui, nous avons la Vita Sancti Severini qui nous donne un aperçu fascinant mais aussi effrayant et dérangeant de la situation apocalyptique de ces temps sombres en Rétie et en Norique, où une véritable civilisation avait chuté et une situation post-apocalyptique à la Mad Max avait émergé. Ainsi, les temps étaient effectivement sombres, et l'Empire romain est effectivement tombé comme nous pouvons le voir, et cette chute a été très désagréable pour la population romaine au nord des Alpes, et très probablement aussi dans d'autres parties de l'ancien Empire romain occidental. Heureusement, à notre époque, Mad Max n'est pas encore arrivé, et nous espérons être épargnés d'une autre apocalypse afin que nous puissions continuer à réaliser de nombreuses vidéos sur l'histoire romaine tardive. Et vous pouvez même nous soutenir sur Patreon afin qu'avec votre aide, nous puissions grandement améliorer la qualité de production de nos vidéos, par exemple en créant des animations et des dessins personnalisés. De plus, en devenant un Patreon, vous bénéficierez de nombreux avantages, comme faire partie de notre communauté de serveurs Discord et pour les rangs Patreon supérieurs, même suggérer des sujets de vidéos ou participer à des diffusions en direct exclusives. Et je voudrais remercier tous les spectateurs qui soutiennent cette chaîne, et bien sûr, en particulier nos chers Patreons, et les personnes qui soutiennent cette chaîne via des dons PayPal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis. Je dis merci, chers téléspectateurs et amis de l'histoire romaine.
Jusqu'à la prochaine vidéo et au revoir mes amis.